Donc, pour verrouiller les cellules qui contiennent des formules ou bien qui contiennent des valeurs fixes, il faut absolument sélectionner tout le classeur, toute la feuille, de cette manière. Ah, j'ai bien peur que Excel il va encore devenir instable. En réalité, c'est ma machine qui est instable, c'est pas Excel. J'ai en fait des disques durs presque remplis. Vous voyez, en fait, ils sont déjà en rouge, donc j'ai pas suffisamment de mémoire. Et ça pose ce problème, surtout que quand on enregistre, en fait, il a besoin de beaucoup d'espace. En tout cas, vous voyez là, il me dit que Excel il ne répond pas jusqu'à présent. J'espère qu'il nous donnera la main. Je vais donc... alors, ce que je vais faire, je vais donc fermer certaines applications. J'espère par cela que ça va libérer la mémoire. Alors, ça ne donne rien. Voilà, j'espère que maintenant ça va donner quelque chose de mieux. Là, on ne va pas l'attendre, on va l'arrêter. Voilà. Je l'ai redémarré, donc j'espère que cette fois-ci ça va marcher. Alors je répète ce qu'il faut faire, s'il vous plaît. Justement, on a déjà la feuille qui est sélectionnée. Donc il faut sélectionner toutes les cellules. Ensuite, il faut aller vers format de la cellule. Bon, j'ai déjà une protection, donc je vais loter. J'ai donné un mot de passe. Voilà. Donc je vais revenir. Comment peu importe, ici le mot de passe, on ne va pas se le cacher en fait. Moi d'habitude dans le contexte de ces deux mots-là, je mets AA ou bien 3A, 4A, 5A, etc. Où ça? Là, il ne faut pas l'oublier en fait. Il faut pas l'oublier. Ouais, il faut mettre un mot de passe qui est bête. AA par exemple, le 1 ou la chose, tu peux rapidement le retrouver. Non, c'est pas grave, parce que tu perds le document. Tu ne peux pas changer dans le document. C'est pas grave. En tout cas, tu pourrais créer un autre document. Alors, je sélectionne le tout, j'irai vers format de cellule. Je vais déclarer tout ça comme verrouillé. Toutes les cellules sont verrouillées. Donc, je vais cocher verrouillé. D'accord? Je suis en train de dire que toute la feuille, sans exception, toutes les cellules de la feuille sont verrouillées. S'il vous plaît, revenez à l'heure. Il ne faut pas revenir à l'heure qui vous arrange, à l'heure que vous choisissez vous. Il y a en fait l'heure de retour en fait de la récréation, il est bien fixé. Revenez à l'heure s'il vous plaît. Toi, tu n'es pas du tout sérieux. Parce que je t'ai appelé, moi-même je suis venu t'appeler, t'inviter pour revenir au cours. Et là, à l'entrée, tu es passé, tu m'as fait semblant que tu veux aller se laver les mains, mais se laver les mains, ça ne prend pas tout ce temps-là. واش دابا حنا اللي خصنا نحسوا على لو طون ديالكم راه العكس. انت اللي مصلحتك انك تحس معايا في لو طون ماشي انا. Alors, je verrouille toutes les cellules. وهذه صفوها لافير ديال شي واحد اللي بغى يتفلى عليكم. الا شي استاذ غيتفلى عليكم مزيان ليه هكذا. غادي حتى هو ما يبدا حتى ل5 الا ربع وغيقريكم ربع ساعه ويمشي بحالو.
C'est eux, c'est vous qui allez perdre. Il ne faut pas permettre ça. Alors, j'ai tout verrouillé, comme vous l'avez bien constaté. Maintenant, voilà ce que je vais faire. Je vais sélectionner uniquement la plage des données. Vous voyez, c'est seulement ces données-là que je veux autoriser à la modification. Et par suite à la sélection. Donc, je les sélectionne et je vais donc me rattraper. Je vais dire que, exception faite pour ces cellules-là, il ne faut pas qu'ils soient verrouillés. Donc, je vais décocher. Vous voyez, en fait, ça va sur la sélection. Donc, regardez, je vais cocher, je vais déverrouiller comme ça. Je vais décocher. Donc, récapitulons. N'importe quelle cellule, à part ce que je sélectionne actuellement, elle est verrouillée. Par exemple, si je sélectionne celle-là et que j'irai voir, je vais trouver qu'il est coché, que verrouillé, il est coché. N'importe quelle cellule que vous sélectionnez, vous allez trouver que verrouillé, il est coché, sauf celle-ci. Là, si vous irez vers format de cellule, vous allez trouver qu'il n'est pas coché. Alors maintenant, la suite. La suite, c'est quoi? Il faut aller vers révision, là. Il faut cliquer sur protéger la feuille. Bien sûr, il faut sélectionner toute la feuille. Parce que ce que je veux faire, je veux l'appliquer sur l'ensemble. Il faut donc tout sélectionner encore une fois. Il faut aller vers ce bouton-là, protéger la feuille. Vous cliquez sur, vous tapez un mot de passe. Bien sûr, quand vous allez le faire d'une manière professionnelle, parce que c'est ça ce qu'on fait quand on va livrer un classeur. Surtout, je ne veux pas qu'il voit ou qu'il observe un peu les formules que j'ai faites. Parce que ça, c'est ma propriété en fait. Donc, je veux donc vendre un classeur, et ça se vend bien. Je veux le vendre à quelqu'un, ben, je veux juste lui donner la possibilité d'utiliser. Mais il ne faut pas que je lui dévoile ce que j'ai fait derrière. Donc, je dois tout masquer, sauf l'endroit où il doit agir lui. Il doit entrer une donnée. Donc, regardez, je vais donc dire, je veux tout verrouiller, je veux tout protéger, mais je veux permettre quand même de sélectionner les cellules déverrouillées. Je veux permettre de sélectionner les cellules déverrouillées. Ça, je dois la cocher. Si je coche l'autre, tout va être accessible. Je vais donc désélectionner la première, ça veut dire sélectionner les cellules verrouillées, il n'est plus autorisé. Et je vais donc valider par un mot de passe. Je vais verrouiller par un mot de passe. Bon, moi, comme je le fais uniquement à titre indicatif, à titre de mon cours, ou dans le cadre de mon cours, je vais mettre un mot de passe bidon. Par exemple, AA. Comme ça, je vais donc toujours le retrouver. Vous allez constater maintenant que je ne pourrai plus cliquer ici. Regardez, si je tente de cliquer, je le fais déjà, ça ne marche pas. La seule zone où je peux cliquer, c'est ici. Regardez si j'agis sur les touches de direction, par exemple vers la droite, je vais aller vers prix unitaire. Encore, quantité. Et puis maintenant, j'appuie sur vers la droite aussi. Je continue d'appuyer sur la droite, ben, il va descendre. Vous voyez? Regardez. Et maintenant, une fois que je suis sur 7, que j'appuie à droite par exemple, il va remonter. Vous voyez, donc je ne pourrai basculer ou je ne pourrai travailler que ici. Ça veut dire que même pas un titre, je ne pourrai pas le changer. Même le titre, je ne pourrai pas le changer. C'est clair? Par exemple, quelqu'un, il peut entrer sans produit. Je veux acheter des cartes mémoire, par exemple. Je pourrais donc changer le prix. Et regardez, comme les formules sont déjà dessinées, et ben le coût, il va changer. Et partout aussi, toutes les formules qui dépendent de cette valeur, ils vont changer. Par contre, je ne risque pas que l'utilisateur accidentellement viendra changer ce que j'avais fait au niveau de la conception. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un modèle de calcul. Je l'ai finalisé, donc je vais l'enregistrer. Je pourrais même créer ce qu'on appelle un modèle de module de calcul. Un modèle. Regardez, voilà ce que je vais faire. Je vais donc l'enregistrer sous. Pour faire un modèle, il faut le sauvegarder dans un dossier bien donné, dans un dossier système. En tout cas, regardez, en fait, il y a ce qu'on appelle des modèles. Modèle de classeur. Il est là. Vous voyez, modèle Excel. Sauvegardez le fichier en tant que modèle. Alors, mais quand vous le faites, automatiquement, on va vous ramener vers template. Template, justement en anglais, ça veut dire template, ça veut dire modèle. C'est clair ça? Ou bien patron de conception. Modèle de conception. Alors, je vais le mettre ici. Je l'appelle par exemple modèle de facture. Je l'appelle comme ça. Modèle, facture. C'est mon modèle, c'est le mien. Je l'enregistre. Regardez l'extension, ça serait XLTX. XLT. T pour dire template. Je l'enregistre. Maintenant, je vais complètement fermer.
Je vais créer un nouveau fichier. Je vais aller vers nouveau, mais je vais le créer selon des modèles. Alors, selon les modèles, où est-ce qu'ils sont mes modèles? Alors, est-ce que je pourrais voir maintenant mon modèle ici? Modèle récent, par exemple. Ben, regardez, voici mon modèle. Ah non, il y a un modèle chiffre d'affaires, modèle essai, mais où est-ce qu'il est le mien? Ben, peut-être qu'il faut fermer. Il faut fermer complètement Excel. Il faut refaire l'ouverture. Je veux créer donc une nouvelle facture en se basant sur mon modèle. Donc, je vais aller vers Nouveau. Je vais aller vers Modèle. Non, je ne le vois pas ici. Alors, exemple de modèle. Ah, Mes modèles. Il va falloir que j'aille vers Mes modèles. Mes modèles. Voilà. Maintenant, je le vois. Mes modèles. J'irai vers Modèle Facture. Et je vais donc l'ouvrir. Regardez, en fait, je viens d'obtenir, mais regardez comment le nom, comment il est nommé. C'est Modèle Facture 1. Modèle Facture 1. Je pourrais créer une autre copie. Par exemple, je mets ouvrir encore une fois, nouveau, selon mes modèles, et je crée donc une autre duplication. C'est comme si je fais des clonages. Regardez, modèle facture, je mets OK, et automatiquement j'obtiendrai déjà un modèle. En fait, j'aurais dû le mettre comme ça, le laisser à cet état-là. À cet état-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur n'aura qu'à rentrer les données, il remplit, et automatiquement, ça se calcule. Vous voyez, en fait, de cette manière, l'utilisateur, il rentre, au fur et à mesure qu'il rentre, qu'il remplisse, au fur et à mesure que la facture se dessine, en fait. Regardez, de cette manière, ainsi de suite. Voilà, et puis pour finir, un dernier produit, par exemple, que j'ai acheté à 5 unités, et voilà, j'ai rempli mon modèle. Maintenant, celui qui fait le remplissage, il aura à enregistrer sa copie. Regardez, il y a bien deux copies maintenant. Il y a celle-là, et il y a celle-ci. Il y a modèle facture 2, et il y a modèle facture 1. Regardez, en fait, je vais les distinguer pour le moment, de cette manière. Donc, regardons modèle facture 2, il est déjà rempli, et modèle facture 1, qui ne l'est pas encore. C'est clair? Ça veut dire que celui qui aura à utiliser n'a pas à dessiner les formules, n'a pas à placer les formules. C'est un concepteur qui conçoit les formules. Celui qui sait bien faire les calculs. Bien sûr, pour une facture, les calculs, ils sont simples. Mais regardez, en fait, je vais vous charger un autre modèle qu'on a fait l'année dernière, et vous allez voir que ce n'est pas du tout simple. Regardez, je vais mettre nouveau, mes modèles, et je vais aller vers, par exemple, TP Animation. TP7 Animation. J'espère que le modèle il est toujours là. Je l'ouvre. Regardez, en fait, ça, c'est un TP d'animation. Regardez, en fait, dès que je l'ouvre, j'obtiens déjà ceci. C'est quelque chose que je pourrais déjà animer. Vous voyez, en fait, je pourrais déjà l'animer. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas les formules ou les lois de comportement de ce pendule simple, il ne pourrait pas faire un tel modèle. Mais maintenant, je suis en train de l'utiliser, même si je suis par exemple un élève de lycée, de 5e année. Un élève de 5e année, une fois il fera le cours sur la mécanique, sur les pendules, on pourrait bien lui donner ce classeur et on va lui dire, on a déjà fait une simulation qui montre comment, par exemple, un pendule va bouger. Bien sûr, ici, l'animation, il ne se fait pas automatiquement. Je le fais manuellement, mais c'est moi qui dois donc agir pour que ça bouge. D'accord? C'est quelque chose qu'on pourrait bien faire. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qu'on a déjà fait l'année dernière. On va donc y arriver par la suite. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Voilà pour cet exercice. Donc, je vais passer à un autre exercice et à travers lequel je vais donc atteindre l'objectif que je n'ai pas encore atteint. Lequel, à votre avis, quel est l'objectif que je n'ai pas encore atteint parmi les objectifs que j'ai cités au début? Celui-là, on l'a laissé en instant. On a déjà touché à la notion de référence de l'activité. Je vous ai dit qu'on ne pourrait le comprendre sans passer par les autres types de références. Donc, pour le moment, en fait, pour y arriver, pour donc aller vers cet objectif qui nous reste, je vais créer un nouveau classeur. Je vais faire un autre travail. Très simple aussi, c'est un travail qui est très simple. Remarquez bien, je veux juste créer une table de multiplication pour un nombre.
une table de multiplication. C'est clair? Je veux par exemple multiplier tous les nombres variant de 0 jusqu'à 10, par exemple, à raison de 1. Je veux prendre tous ces nombres-là. Je vais les prendre jusqu'à 10. Voilà. Je veux les multiplier. Je vais mettre ici étoile par tous les nombres variant de 0 jusqu'à 10 aussi, que je vais mettre sur la ligne. À l'intersection, je veux calculer. J'irai jusqu'à 10. Ici. Je vais juste réduire un petit peu les largeurs. Voilà. De cette manière. Ça marche. Je vais aussi agrandir un petit peu les hauteurs. Je veux donc avoir quelque chose comme des carrés, et pas des rectangles. Voilà, c'est bon. Alors, je vais même colorier cette zone pour que vous la regardiez bien. Je vais la mettre avec cette couleur, par exemple. Ça, je le mets avec une autre couleur, par exemple le bleu, et celle-ci avec une couleur, par exemple le jaune, le vert. Prenons le vert. Voilà. Vous comprenez bien sûr ce que je veux faire. Je veux donc prendre la valeur verte, je veux la multiplier par la valeur bleue, et je mets le résultat à l'intersection, ici. C'est clair? Donc, il va falloir que dans toute cette zone rouge, il va falloir que je mette une formule. C'est clair? Et là, absolument, on va toucher à la notion de référence absolue et relative. Regardez, prenons par exemple le premier calcul, la première formule. Je vais mettre égal. Je dois multiplier quoi par quoi? La valeur qui est verte, qui est à ma gauche, ça veut dire A6, multiplié par la valeur qui est juste au-dessus, la valeur bleue. Ça marche. Ici, le calcul est bien. Alors maintenant, regardez bien, je veux calculer vers le bas et je veux calculer vers la droite. Normalement, quand je multiplie par 0, je dois toujours trouver 0. Regardez, c'est l'élément absorbant pour la multiplication. Alors regardez, ben ici ça marche très bien. Ça marche très bien, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Alors maintenant, pour l'autre, parfait, ça marche aussi, pas de problème. D'accord? Pour le moment, j'aurais dû ne pas prendre le 0. Mais par exemple, si je change le 0 par 1, par exemple, j'ai changé le 0 par 1, et pourtant j'ai toujours 0 ici, ça ne marche pas. Parce que c'est vrai, 1 fois 0, c'est 0. Mais 1 fois 1, ça ne doit pas donner 0. Ça doit donner 1. Et si je mets ici aussi 1, là, ben là c'est encore pire. Parce que 1 fois 1, ça donne 1, c'est vrai. 1 fois 1 encore, c'est 1. 1 fois 2, c'est 2. Mais 1 fois 3, là, il me donne 6. Ça ne marche pas. Donc, vous voyez, il y a ici, les calculs sont complètement erronés. Alors, je vais donc laisser tomber le 1. Je ne veux pas commencer du 1, donc je vais retirer cette colonne. J'élimine le 0. Je vais la retirer, supprimer. Je vais aussi éliminer cette ligne. Et je refais la formule. Je vais mettre égal cette valeur multipliée par celle-là. Donc, c'est A6 fois B5. Comme j'ai dit, au début, il donne un bon résultat. Alors, si je déplace maintenant la formule, je la déplace horizontalement d'abord, n'importe quoi. Je la déplace encore vers le bas, n'importe quoi. Donc, vous voyez, ça ne marche pas. Normalement, ici, à ce niveau-là, je dois trouver 100. 10 fois 10. 100. Alors, regardez, en fait, ici, on a 2 puissance 151. 2 à la puissance 151. 2 fois 10 à la puissance 151. Ça ne marche pas. Vous pouvez bien le vérifier, d'ailleurs, pour cette ligne. On est en train de multiplier toutes les valeurs par 1. Donc, ça doit donner la même valeur. Si ça ne marche pas. À votre avis, c'est dû à quoi? Ben, je vais vous expliquer. Regardez. Regardez bien. En fait, je vais agrandir un petit peu. Regardez bien la formule, comment elle est écrite là, actuellement. C'est A6 fois B5. C'est la cellule bleue, la cellule verte fois la cellule bleue. Alors, mais quand je l'ai déplacée horizontalement,
J'ai changé de colonne. C'est clair? Je suis passé de la colonne B, parce que la formule actuellement, il est dans B. Je suis passé de B vers C. Et on a dit sur ces références, quand on a ce genre de référence, quand vous déplacez la formule, en fonction du sens de déplacement, si vous faites le déplacement horizontal, les colonnes vont changer. Si vous faites un déplacement vertical, les lignes vont changer. C'est clair? Donc actuellement, le A, quand je le fais bouger vers la droite, eh ben, il ne va plus rester A, il va devenir B. C'est clair? Et le B, il va devenir C. Justement, c'est ce qu'on va trouver. Regardez, B6 fois C5. Donc on a multiplié quoi par quoi? On a multiplié juste la valeur qui est avant. Pas la verte, pas la valeur verte. Or, moi, je dois toujours multiplier la valeur verte par la valeur bleue. Vous voyez? Ici, on a une sorte de coïncidence, parce que celle qui est juste à droite, juste à gauche, est aussi égale à 1. C'est pourquoi le résultat, il est bon. Mais là, par contre, le résultat n'est pas bon. Parce qu'on a multiplié quoi par quoi? On a multiplié juste la cellule qui est à gauche par la cellule qui est bleue. Et ça ne marche pas. Il va falloir que je multiplie la cellule verte. Donc, quand j'ai déplacé ma cellule, ma formule, quand je l'ai déplacée vers l'horizontale, il fallait que je lui dise que la valeur verte, il faut toujours s'y référer. Il ne faut pas faire le déplacement de la cellule verte. Parce qu'il est situé sur la même colonne. Sur la même ligne. Vous comprenez? Alors, regardez bien, en fait, je vais vous donner les trois formules, mais il faut bien les retenir. Regardez la première référence dans la formule. A, 6. La deuxième, B6. La troisième, C6. Qu'est-ce que vous constatez sur ces trois cellules? Nous étions à A, ensuite à B, ensuite à C. Et la première référence, ça doit désigner quoi? C'est la première valeur par laquelle on multiplie. Il est bien dans la zone verte. Donc il faudrait toujours que je garde A. Il ne faut pas que j'autorise à changer A par B, ensuite par C, ensuite par D. Sinon, quand je serai là, ce que je vais multiplier, ce n'est pas 1 fois 3. Je vais plutôt multiplier 2 fois 3, ce qui va fausser les calculs. Et quand je suis là, je vais multiplier 6 par 4, ce qui va fausser le calcul aussi. Comment? Il ne me reste qu'à vous dire comment je vais empêcher Excel, quand je fais un déplacement horizontal, de changer les colonnes de certaines références. Ben pour ce faire, il suffit juste de venir juste avant cette référence. Il faut appuyer il faut taper un $. Il faut appuyer sur la touche $. Alors, en mettant un $, juste avant une lettre, vous dites à Excel que si jamais on déplace horizontalement, c'est-à-dire on bouge le long de la même ligne, ça veut dire on change de colonne, et bien cette colonne qui est précédée par $, il ne faut pas la changer. On l'appelle alors une référence absolue. C'est clair? C'est bon, vous avez bien compris ce que je viens de dire? Alors, regardez, on va l'essayer. Je vais donc redéplacer. Je vais supprimer tout et je vais redéplacer la formule. Je refais le déplacement. Qu'est-ce que vous allez constater maintenant? J'obtiens un bon résultat. Regardez par exemple ici, on a multiplié quoi par quoi? Eh bien, on a toujours multiplié A6. A6 par la cellule qui est juste au-dessus. A6, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette valeur. C'est ça A6. Donc partout, je vais trouver A6. Regardez, ici c'est A6, là, A6, 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 etc. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas changé le A? Parce qu'on a précédé dans la formule, on a précédé le A par $. Donc Excel, quand il trouve $, avant une lettre, et quand vous faites un déplacement horizontal, eh bien cette colonne ne changera pas. Certes, si vous faites un déplacement vertical, la colonne ne changera jamais, que ce soit il y a les $ ou non. Le déplacement vertical ne change que les lignes. C'est clair? Le déplacement horizontal ne change que les colonnes. Alors maintenant, prenons cette même formule et déplaçons-la vers le bas. Par exemple ici. Je vais déplacer uniquement la première, vers le bas. Est-ce que j'obtiendrai un bon résultat? Oui? Oui ou non? Qui est pour le oui? Et qui est pour le non? Alors, ça c'est oui ou non? Eh bien, on obtiendrait bien sûr un mauvais résultat. Qui peut m'expliquer maintenant pourquoi? Parce que, oui, il faudrait qu'on verrouille. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'on doit verrouiller? On doit mettre un $ où?
exactement? Avant? Avant? Oui, dans B5. Avant quoi, plus exactement? Avant le B ou bien avant le 5? Avant le 5, très bien. Parce que là, je suis en train de faire un déplacement vertical. C'est-à-dire que je suis en train de changer de ligne. Quand vous faites un déplacement vertical, vous changez de ligne. Donc Excel changera aussi les lignes. Si on lui permet de changer la ligne, ça veut dire B5, il va devenir B6. Donc au lieu de multiplier par la valeur qui est bleue, je vais multiplier par la valeur qui est juste au-dessus. Vous voyez? Donc c'est pourquoi ici on a trouvé 2. Parce qu'on a multiplié 2 par ce 1. Et puis là, pourquoi on a trouvé 6? Parce qu'on a multiplié le 3 avec le 2 qui est juste au-dessus. Et en tout cas, ça donne un résultat qui est mauvais. Donc il faudrait que je mette $1 juste avant le 5 ici. Regardez, donc j'ai bloqué le A parce qu'il est sur une colonne et ça doit rester toujours, on doit toujours s'y référer. J'ai bloqué le 5 parce que la deuxième référence, il est sur la même ligne qui est bleue et je dois toujours me référer à cette même ligne. Je vais agrandir encore davantage et je ne pourrai faire que ça. Regardez. Regardez bien ici, le calcul, il est mauvais. Il est mauvais, pourquoi? Parce que par exemple, si je viens voir comment on a obtenu le 6, eh bien, on l'a obtenu en multipliant A8, ce qui est bien. A8, ça veut dire ça. Regarde le A8. C'est là où il y a 3. C'est A8. Par B7. B7, c'est la cellule qui est juste au-dessus. Or, moi, je ne dois pas multiplier par B7. Je dois multiplier par celle qui est en bleu. Par B5. Donc, j'aurais dû empêcher le changement de 5. Il faudrait alors le mettre ou placer avant le 5 $. Regardez, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais revenir à la formule d'origine et je vais mettre $1 avant le 5. Maintenant, si je redéplace la formule, je dois le refaire. Regardez, cette fois-ci, j'obtiens un bon résultat. Si maintenant je déplace dans tous les sens, ça veut dire, je déplace initialement horizontalement, ensuite je prends tout et je le déplace verticalement. J'obtiendrai un bon résultat. J'ai obtenu alors ma table de multiplication. Alors, mais pour ce faire, j'ai dû placer $1 avant les cellules situées dans la plage verte et $1 avant la colonne des cellules situées dans la zone verte et $1 avant la ligne des cellules situées dans la zone bleue. La zone bleue, vous la voyez maintenant. Vous voyez? Sans quoi j'aurais obtenu un mauvais résultat. Oui? Je répète. Remarque bien. Hein. Je vais tout supprimer. Donc, on a perdu les formules. C'est pas grave. Alors, regardez. En fait, je vais faire ici le produit. Je veux multiplier quoi par quoi? Ben, la cellule verte avec la cellule bleue. Mais c'est toujours vrai. Quel que soit l'endroit où je me trouverai, il faudrait toujours que je multiplie la cellule verte qui est située sur la même ligne. Il faut aller la retrouver par la cellule bleue. Et si je suis là, la cellule verte, c'est-à-dire que je dois venir comme ça jusqu'à ce que je touche la cellule verte, c'est comme si je fais une projection. Voilà, je dois multiplier par 6. 6 par quoi? Par 8. Vous voyez, je vais changer cette couleur bleue parce que ça ne laisse pas voir clairement. Je vais la mettre avec une autre couleur. Comme ça, c'est mieux. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand je vais planifier la formule, il faudrait que je prenne en considération cela. Donc, si je mets égal, je suis en train d'entrer la formule maintenant là. Bon, c'est cette valeur multipliée par celle-là. Là, on n'a pas de problème. Je valide. Mais surtout, il ne faut pas que je compte copier cette formule et que j'obtienne un bon résultat. Si je copie la formule, j'obtiendrai un résultat qui est faux. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez, je vais déplacer horizontalement. Et je vais vous montrer que là, vous ne multipliez pas la valeur verte par la valeur bleue. Mais par contre, vous multipliez G6 par H5. H5, c'est quoi? C'est celle-là. C'est la valeur bleue. Mais par contre, G6, c'est celle-ci. Donc, ce n'est pas la valeur verte. Et c'est ce qui fait que le résultat est mauvais. Comment faire alors pour bloquer cette colonne A?
Pourquoi? Parce que la valeur verte, il est toujours dans A. La valeur verte, pardon, il est toujours dans A. Et la valeur bleue, il est toujours dans la ligne 5. Donc ce 5-là, il ne faut pas qu'il bouge. Et cette colonne A, là, il ne faut pas qu'il bouge. Donc il va falloir que, quand j'ai mis ma formule initialement, que je bloque, que j'empêche le mouvement pour A. Donc je mets $1 pour y arriver. Et que je fasse la même chose pour le 5. Parce que c'est ce 5-là qui matérialise ou qui localise la zone bleue. Je dois aussi le verrouiller. Et c'est maintenant que je pourrai copier tranquillement. Regardez, si je copie, ben, j'obtiendrai un bon résultat. Donc, regarde, par exemple, comment est-ce qu'on a calculé 7? Ce 7-là, comment est-ce qu'on l'a trouvé? C'est A6, et vous voyez que le A n'a pas changé. Multiplie par H5. Et maintenant, si je prends toutes ces formules-là, et je les copie vers le bas, comme ça, j'obtiendrai aussi un bon résultat. Donc, par exemple, si je prends ce 30, le 30 qu'on a là, comment on l'a calculé normalement? Il faudrait que je multiplie la zone verte, ça veut dire 6, fois la zone bleue, ça veut dire 5. 6 fois 5, c'est 30. Et bien donc, c'est-à-dire A11 fois F5. Et donc, vous voyez que le 5 n'a pas changé et que le A n'a pas changé. Là où vous irez, vous allez trouver la première référence, c'est toujours un A, et la dernière référence, c'est toujours un 5. Pourquoi? On pourrait maintenant l'insérer. Si vous voulez qu'on l'insère, on pourrait y aller. Regardez, je vais donc insérer une colonne. Insertion. Je vais mettre ici 0. Je vais insérer aussi une ligne. Insertion. Je vais mettre ici 0. Là. Et je vais recopier la formule. Mais attention, ça, je dois donc mettre tout ça avec une couleur orange. De cette manière. Là aussi. Et là aussi. J'ai donc rajouté la ligne 0 et la colonne 0. Maintenant, je vais déplacer la formule. Je prends cette formule-là, celle-là, et je la déplace. Je prends tout ça, je le déplace vers le haut. Et je prends tout ceci, je le déplace vers la gauche. Comme ça. Voilà, vous voyez bien que c'est inutile parce qu'on a trouvé deux lignes, deux rangées, une rangée et une colonne pleine de 0. En tout cas, on a donc réussi à le faire. Je vais donc mettre la même mise en forme. Regardez, en fait, avec ce pinceau, je pourrais donc faire une reproduction de mise en forme. Regardez, il suffit juste de double-cliquer dessus et vous dites copier la mise en forme. Donc, vous allez la coller et ça va donc recopier la mise en forme. Si vous voulez donc avoir plusieurs cellules qui ont la même mise en forme, vous sélectionnez donc la forme originale ou la plage originale, vous double-cliquez, vous allez donc déplacer pour obtenir la même mise en forme. Là où vous faites le pinceau, là où vous prenez, vous aurez la même mise en forme. Alors, donc ici, on a travaillé avec quel type de référence? Avec quel type de référence il s'agit ici? Vous voyez, en fait, par exemple, si je prends la formule, pour une référence A6, je n'ai pas tout bloqué. Je n'ai pas mis le dollar partout. J'ai bloqué uniquement une moitié. J'ai bloqué que la colonne pour le A6. Et pour le B5, j'ai bloqué que la ligne. On les appelle alors des références mixtes. C'est-à-dire que c'est un mélange entre quelque chose qui est absolu et quelque chose qui est relatif. C'est clair? Donc, dans ma formule, 6 est relative. A est absolu. B est relatif. 5 est absolu. On les appelle références mixtes. Alors maintenant, je vous donne un autre exemple dans lequel je vais travailler avec des références absolues. Regardez, je vais juste calculer une moyenne de notes. Je suppose que j'ai des coefficients pour des matières. Je vais mettre ici matière, et coefficient pour la matière. Je vais mettre par exemple, dans le cadre d'un concours par exemple, peut-être pour accéder à l'école, on va passer à un concours, d'accord, dans les matières principales. En français par exemple, en mathématiques et en physique. Donc je vais mettre ici le français, les mathématiques et la physique, par exemple. Je vais donner par exemple 1 pour le français, 4 pour les mathématiques et 3 par exemple pour la physique. C'est clair? Je veux maintenant calculer la moyenne pour un étudiant.
Donc un étudiant, il va obtenir pour les matières, pour le français, pour les maths et pour la physique. J'ai ici le nom de l'étudiant. Le nom de l'étudiant. Un étudiant qui s'appelle par exemple A, qui a obtenu par exemple, à titre indicatif, 12, 11, par exemple 13. Je veux calculer sa moyenne. C'est clair? Je vais même déplacer ce tableau de coefficients, je le mets ici. Je veux le décaler. Voilà. Alors, qui peut me donner la formule pour calculer la moyenne? Alors, mais je n'ai pas un seul étudiant, j'en ai plusieurs. J'ai l'étudiant A, l'étudiant B, l'étudiant C, l'étudiant D, etc. Je suppose que j'ai 5 étudiants, par exemple, bien 4 étudiants. Alors, je veux calculer la moyenne maintenant. Allons-y, qui peut me donner la formule? Je calcule la moyenne. Égal. Égal. Non, il va falloir que je calcule de façon pondérée. D'accord? Donc, il faut que je mette la moyenne du français, la note du français fois le coefficient du français. Plus, ainsi de suite. Donc, il va falloir que je mette égal, entre parenthèses, le coefficient français multiplié par la note du français, plus le coefficient des mathématiques multiplié par la note des mathématiques, de l'épreuve de maths, plus le coefficient de l'épreuve de physique multiplié par la note de l'épreuve de physique. Je ferme la parenthèse et je dois diviser par quoi? Par, et là je vais calculer la somme. Je vais mettre la somme. Il ne faut pas mettre 8. Il faut que je mette la somme. Pourquoi? Parce que je peux changer les coefficients. Donc je vais mettre divisé par la somme des coefficients qu'on a là. Ça veut dire la somme de toutes les valeurs situées dans la plage, variant de M6 jusqu'à O6. Je valide. Alors maintenant, je veux calculer la moyenne pour l'étudiant B. Bon, celui-là, il a obtenu 13, 10, par exemple 9. Alors, je veux calculer sa moyenne. Je vais déjà mettre les notes pour l'ensemble. Bon, admettons celui-là, il a obtenu par exemple 9, 14, 15, par exemple. Bon, celui-là, il est excellent partout. Par exemple, il a obtenu ceci. Alors, celui-là, par exemple, il est faible partout. Par exemple, il a obtenu ces notes. Voilà. On veut calculer la moyenne maintenant. Je vais agrandir. Comme ça, vous pouvez voir. Alors, dites-moi, est-ce que je pourrais copier la formule et que ça va marcher? On va essayer. Déjà, regardez. Je suis en train de copier dans quel sens? Verticalement. Donc, en copiant, je suis passé d'une ligne à la prochaine, à la suivante. Donc, je suis en train de changer implicitement. Le mouvement, il a un impact sur la ligne. Le mouvement n'est pas horizontal. Parce que quand vous faites un mouvement horizontal, vous changez de colonne. Ici, vous changez de ligne. Donc, forcément, Excel, il va changer les lignes. De toutes les références. Là où il y a un numéro de ligne, il va passer. Il va changer. C'est clair? Donc, je change. Et regardez, eh bien, il donne n'importe quoi. Il me donne une erreur. Là, il me dit division par 0. Pourquoi, à votre avis, il m'a affiché division par 0? Regardez déjà ici, il a calculé quelle somme? Regardez la somme. Regardez où est-ce qu'il a utilisé les coefficients. Il est parti chercher les coefficients cette fois-ci en bas. Et là, regardez, regardons bien là. Ici. Où est-ce qu'il a cherché les coefficients? Encore en bas. Encore plus en bas. Regardez, parce que là, je suis décalé de 2 cases. Ici, je suis décalé de 3 cases. Donc, forcément, il va aller chercher les coefficients en décalant de 3 cases encore. Et si j'avais copié horizontalement, par exemple, quoique ce n'est pas significatif, mais essayons de le faire. Regardez, cette fois-ci, comment il va faire? Il va décaler les coefficients vers la droite. Il est en train d'aller chercher les coefficients à droite. Si je viens là, ici, encore, on va trouver qu'il a décalé plus encore à droite. Et si je viens là, complètement décalé. Vous voyez? Donc, quand je fais les déplacements horizontaux, les colonnes changent. Quand je fais les déplacements verticaux, les lignes changent. Et si les coefficients, ils ne doivent jamais changer. Ils sont toujours remplacés à l'endroit où ils le sont.
Je dois donc toujours se référer à ce même endroit. Donc, j'ai besoin, là où j'ai utilisé un coefficient, j'ai besoin de bloquer et sa ligne et sa colonne. Je dois bloquer le changement et pour la ligne et pour la colonne. Comment je vais faire alors? M6, c'est la cellule bleue. C'est un coefficient. Donc, je dois mettre $1 avant la colonne et $1 avant la ligne. La même chose pour M6. $1 avant et $1 après. Et la même chose pour O6. C'est un coefficient. Avant et après. Et la même chose pour M6. Pour la plage. Pour la somme des coefficients. Avant la ligne, avant la colonne. Avant la colonne, avant la ligne. Je valide. Bien sûr, je vais effacer maintenant ça. Je vais effacer ceci. Et je vais redéplacer la formule. Regardez, je redéplace. Ça marche. J'obtiens un bon résultat cette fois-ci. Vous voyez? Maintenant, on a travaillé avec deux types de références. Là où il y a partout des dollars, ça s'appelle une référence absolue. Là où il n'y a rien, aucun dollar, ça s'appelle une référence relative. Et l'exercice que j'ai fait tout à l'heure sur la table de multiplication, on a travaillé avec des références mixtes. Vous voyez donc, vous devez faire attention à cet aspect-là. Quand est-ce qu'il faudra-t-il mettre des dollars? Quand est-ce qu'il ne faudra-t-il pas le mettre? Oui? Oui? Alors, je vais répéter la formule. Je vais retirer donc ce que j'avais fait. Je vous ai déjà expliqué que quand vous travaillez avec des références relatives, ça vous devez bien le comprendre maintenant. Quand vous travaillez avec des références relatives, chaque fois que vous faites le déplacement, chaque fois que les colonnes changent et que les lignes changent aussi, tout dépend dans quel sens vous avez fait le déplacement. Regardez par exemple, là il n'y a plus de référence absolue. Il n'y a plus de dollars. Donc si je déplace ma formule verticalement, toutes les lignes vont changer. Toutes les indices de ligne dans la formule vont changer. Regardez, on pourrait bien vous le montrer. Par exemple, si on voit la formule qu'on a actuellement là, ben c'est M7. Et qu'est-ce qu'on avait avant? C'est M6. Donc le 6, il s'est transformé en 7. Et là, ici, le 6, il va se transformer en 8. Parce qu'on a décalé de 2 cases, de 2 lignes. Donc, c'est en fonction du vecteur déplacement. Les lignes vont changer. Si le vecteur est vertical. Et c'est proportionnel au nombre de lignes par lequel on s'est déplacé. Alors, mais pourquoi maintenant on n'a pas pu faire le calcul? Parce que comme les lignes ont changé, regarde où est-ce qu'on est parti chercher les coefficients. On est parti les chercher en bas. Parce que justement, on n'a pas bloqué les lignes. Donc, il faudrait bien bloquer les lignes pour les coefficients. Et maintenant, si au lieu de faire un déplacement vertical, j'avais fait ou je fais un déplacement horizontal, le même problème. Regardez, à partir de là, je vois qu'il y a un div. Div, ça veut dire un problème de division. Pourquoi? Parce que ici, on ne va plus voir que ce sont les lignes qui ont changé. C'est plutôt les colonnes qui ont changé. Et regarde où est-ce qu'on est en train de chercher les coefficients. Bien ailleurs. C'est clair? C'est pas au bon endroit. Donc là aussi, il faut bloquer les colonnes pour les coefficients. Donc, pour faire quelque chose de bien, pour récapituler, il faudrait que je bloque pour cette formule, là où il y a un coefficient, que je bloque le tout. Bien sûr, il faudrait que je mette le dollar avant la colonne et avant la ligne. Il y a un astuce qui permet de le faire. C'est d'appuyer sur F4. Regardez, parce qu'au lieu de taper dollar avant M et dollar avant 6, j'appuie une seule fois sur F4. Regardez, il a mis les 2 dollars. Je vais donc me déplacer en face de M6 et j'appuie sur F4 encore. O6, F4. M6, F4. O6, F4. Je valide. Je déplace maintenant ma formule. Je peux la déplacer les yeux fermés, tranquillement, parce que j'ai déjà réglé le problème des références. Nous avons travaillé sur cet exercice-là avec la notion de référence absolue. C'est clair? Donc, pour récapituler au tableau, c'est quoi une référence relative? Comment il se nomme une référence relative? Il se nomme
Alors, on pourrait avoir le dollar soit au niveau de la colonne, soit au niveau de la ligne. Par exemple, tantôt je le mets sur la colonne, tantôt sur la ligne. Ça, c'est des références mixtes. Alors maintenant, l'effet d'une référence. C'est quoi l'effet d'une référence? Quand vous mettez une référence relative, c'est quoi son effet? Quand vous déplacez la formule, il y aurait deux choses. Tout dépend. Si vous faites un déplacement vertical, les indices de ligne vont changer. Si vous faites un déplacement horizontal, les indices de colonne vont changer. Si vous faites un déplacement oblique, c'est-à-dire vertical plus horizontal, les deux vont changer. C'est clair? Si vous mettez des références absolues, quel que soit le déplacement, aucun changement n'aura lieu. Si vous faites une référence mixte, le changement n'affectera que la référence qui n'est pas dotée de dollars. C'est clair? C'est tout ce qu'il faut savoir. Alors, si vous maîtrisez bien ça, vous serez capable de faire correctement les formes. Voilà. On va arrêter à ce niveau-là. Attendez juste un petit moment, s'il vous plaît.